Le crépuscule s'étirait paresseusement sur les toits pentus de Zerbst, une petite principauté allemande où l'hiver semblait éternel, imprégnant la pierre des demeures d'une humidité tenace et le cœur des habitants d'une résignation tranquille. En cette année 1729, LR, lourde l'odeur âcre du bois fumant dans les âtres, portait le murmure du vent et s'engouffrant dans les ruelles étroites, un son familier qui berçait la vie de la jeune Sophie Augusta Frédéric. Elle était née dans cette modeste forteresse, loin des éclats et des fastes des grandes cours européennes, une enfant dont le destin semblait scellé par les limites de son petit domaine. La chambre de Sophie, malgré les tentures épaisses et le feu crépitant dans la cheminée, conservait une fraîcheur persistante, une atmosphère de rigueur protestante qui imprégnait chaque recoin du palais ducal. Les murs, tapissés de motifs discrets, ne reflétaient aucune des extravagances baroques qui commençaient à fleurir ailleurs. Ici, tout était fonctionnel, sobre, presque austère. Sophie, encore une enfant aux joues roses et aux yeux vifs, passait de longues heures devant sa fenêtre, observant le monde extérieur qui se réduisait à la place du marché et aux toits gris des maisons voisines, encerclées par les remparts de la ville. Elle y décelait une monotonie qui, loin de elle ennuyer, aiguisait sa curiosité, la poussant à chercher au-delà de l'horizon visible. Son éducation, bien que stricte et parfois aride, était le seul véritable échappatoire. Les précepteurs, des hommes austères aux barbes grisonnantes, lui enseignaient les langues, et l'histoire, la théologie, des matières qu'elle absorbait avec une faim insatiable. Le latin et le français résonnaient dans les couloirs silencieux, se mêlant au cliquetis des perles de son chapelet ou au froissement des pages de ses livres. Sophie ne se contentait pas d'apprendre. Elle dévorait les connaissances, sentant instinctivement que chaque mot, chaque concept assimilé, était une clé, une arme pour l'avenir. Elle se sentait à elle étroite dans son petit monde, comme un oiseau dont les ailes, encore faibles, rêvaient déjà des cieux immenses. La modestie de son environnement, loin de la briser, forgeait en elle une résilience précoce, une capacité à s'adapter et à persévérer face à l'adversité. Elle n'était pas une princesse gâtée, et cette absence de privilèges ostentatoires la rendait plus forte, plus ancrée dans une réalité qui lui interdisait toute illusion. Ses rêves n'étaient pas de princes charmants ou de bals enchantés, mais d'un rôle, d'une influence, d'un monde où son esprit pourrait enfin se déployer. 14 années s'étaient écoulées depuis sa naissance, et Sophie, à l'aube de sa 15e année en ce 1744, avait vu peu de choses au-delà des frontières de sa petite principauté. Les jours s'écoulaient, rythmés par les leçons, les promenades dans les jardins clos et les soirées silencieuses passaient à broder ou à lire. Mais un jour, le silence fut rompu par l'arrivée d'une missive scellée d'un sceau impérial, un sceau dont la grandeur contrastait violemment avec la simplicité des armoiries ducales. L'impératrice Elisabeth Petrovna, fille de Pierre le Grand, souveraine de toutes les Russies, invitait la jeune princesse à venir à Saint-Pétersbourg. Le but était clair, unir Sophie à son neveu et héritier, le grand-duc Pierre Fyodorovitch. L'annonce fut un choc, puis une vague d'excitation et d'appréhension. La Russie, un nom qui évoquait des steppes infinies, des palais d'or et de glace, des coutumes barbares et une puissance redoutable. Sophie sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale, un mélange d'espoir fou et d'une peur lancinante de l'inconnu. Le long voyage s'annonçait comme une rupture radicale avec son passé. Elle se souvint des préparatifs fiévreux, des robes cousues à la hâte, des adieux déchirants à sa famille, qui, malgré la distance émotionnelle, représentaient tout ce qu'elle avait connu. Le départ fut un matin glacial, le vent mordant soufflant des flocons de neige sur les manteaux de fourrure. La diligence, lourde et chaoteuse, s'ébranla lentement, laissant derrière elle les murs familiers de Zerbst. Chaque tour de roue elle éloignait un peu plus de son enfance, de son identité première. Les paysages défilaient, dès abord les forêts denses de l'Allemagne, puis les plaines de la Pologne, immenses et désertes sous le ciel bas. Les jours se transformaient en semaines, les étapes en une succession de gîtes inconfortables et de rencontres fugaces avec des visages étrangers. Sophie observait, silencieuse, absorbant chaque détail, chaque nuance de ce monde nouveau qui s'ouvrait à elle. L'odeur de la fumée de bois se mêlait à celle, plus âpre, des chevaux et de la sueur, tandis que le son des grelots des traîneaux annonçait l'arrivée imminente en territoire russe. Puis vint Riga, une ville portuaire où l'air salin se mêlait au parfum des épices lointaines. Là, elle fut reçue avec une pompe inattendue, prélude à la magnificence de la cour impériale. Mais le véritable choc fut Saint-Pétersbourg. La ville, surgie des marécages par la volonté d'un seul homme, était une symphonie de grandeur et d'extravagance. Les palais baroques se dressaient, leurs façades coloriées et leurs toits dorés scintillant sous le soleil pâle de l'hiver, reflétant la lumière sur la neve gelée. Les églises aux coupoles bulbeuses, peintes de couleurs vives, semblaient défier le ciel gris, leurs cloches résonnant d'un son grave et profond, étranger aux mélodies protestantes de son enfance. C'est là, au cœur de cette nouvelle patrie, que le changement le plus profond l'attendait, la conversion à l'orthodoxie russe. La cérémonie fut longue et solennelle, se déroulant dans l'atmosphère lourde dansant d'une cathédrale ornée d'icônes resplendissantes. Les chants liturgiques, profonds et mystérieux, emplissaient l'espace, tandis que les prêtres aux barbes longues et aux riches étoffes se mouvaient avec une gravité impressionnante. Sophie, vêtue de blanc, se tenait droite, son cœur battant la chamade. On lui demanda de renoncer à sa foi luthérienne, à son nom de Sophie Augusta Frédéric, pour embrasser la foi orthodoxe et devenir Catherine Alexeyevna. C'était plus qu'un simple changement de nom, c'était une transformation de son être, une immersion dans une nouvelle culture, une nouvelle spiritualité. Elle sentit le poids de l'histoire et de la religion s'abattre sur ses jeunes épaules, mais aussi une détermination farouche à s'adapter, à plaire, à s'approprier ce nouveau rôle.
La solitude était immense, face à l'immensité de la Russie, mais l'espoir d'une nouvelle vie, d'un destin plus grand, était un puissant moteur. Le mariage, célébré en l'an 1745, fut un événement d'une splendeur inouïe, mais pour Catherine, il fut le point de départ d'une profonde désillusion. La cérémonie à la cathédrale de Kazan fut un tourbillon de soie, de brocart, de joyaux scintillants et de chants sacrés. Les visages de la cour, figés dans des sourires de circonstance, observaient la jeune mariée, sa silhouette gracile sous le poids des robes de cour. Le grand-duc Pierre Fiodorovitch, son époux, se tenait à ses côtés, un homme d'une pâleur maladive, aux yeux bleus fuyants et à l'expression souvent butée. Dès les premiers jours de leur union, la réalité frappa Catherine avec la force d'un vent glacial. Pierre n'était pas l'homme qu'elle avait imaginé, ni même celui qu'elle aurait pu espérer. Il se révéla immature, capricieux, incapable d'affection ou même d'un intérêt sincère pour elle. Leurs appartements, somptueux et richement décorés d'or et de velours, devinrent rapidement le théâtre d'une solitude partagée. Tandis que Catherine s'efforçait de lire, d'étudier la langue russe avec une ferveur inébranlable, Pierre passait ses journées à des divertissements puérils. Il jouait avec des soldats de plomb, dirigeait des parades de chiens dans ses chambres, ou s'adonnait à des séances de violon désordonnées qui torturaient les oreilles de quiconque se trouvait à portée. L'intimité, physique ou émotionnelle, était inexistante. Les nuits étaient longues et froides, remplies du silence assourdissant de leur incompatibilité. Catherine, couchée dans son lit à baldaquin, les yeux ouverts dans l'obscurité, se sentait piégée, son cœur lourd d'une frustration grandissante. Elle avait troqué la modestie de Zerbst pour l'opulence glaciale de la cour russe, mais le prix de cette grandeur était un mariage sans amour, une prison dorée. La cour impériale était un nid d'intrigues, un labyrinthe de faux-semblants et de rivalités secrètes. Catherine apprit rapidement l'art de la dissimulation, de la politesse forcée. Chaque sourire était une armure, chaque parole une stratégie. Elle observait les courtisans, les généraux, les dames d'honneur, apprenant à décoder leurs gestes, leurs regards, leurs murmures. L'impératrice Élisabeth, bien que parfois bienveillante, était une figure imposante et imprévisible, dont l'affection pouvait se transformer en froideur en un instant. Catherine comprenait qu'elle était une étrangère, une pièce rapportée dans ce grand échiquier, et que sa survie dépendait de sa capacité à naviguer les courants complexes du pouvoir. Elle passait des heures dans la vaste bibliothèque impériale, s'immergeant dans les œuvres des Lumières françaises, cherchant dans la philosophie une consolation et une voie à suivre. Son esprit, à défaut de son cœur, trouvait là une liberté et une nourriture. L'ennui de sa vie conjugale nourrissait son intellect, la poussant à développer une force intérieure, une détermination silencieuse à trouver sa propre voie, indépendamment de son époux défaillant. Les années s'étirèrent, monotones et vides d'affection. Le poids de l'absence d'héritier commençait à peser lourdement sur Catherine, attisant les rumeurs et les pressions de la cour. Élisabeth, impatiente de voir la lignée Romanov assurée, ne cessait de faire sentir son mécontentement. C'est dans ce climat d'attente anxieuse et de désespoir silencieux que, en 1754, Catherine donna enfin naissance à un fils, Paul Ier. L'événement fut accueilli par un soulagement général, mais ce fut un soulagement teinté d'amertume et de doute. L'enfant, à peine né, fut immédiatement enlevé à sa mère par l'impératrice Élisabeth elle-même, qui se chargea de son éducation et de sa sécurité, ne laissant à Catherine que de brèves et formelles visites. La paternité de Paul fut mise en doute dès le premier instant. Des rumeurs persistantes, chuchotées dans les alcôves et les salons, attribuaient l'enfant à Sergueï Saltykov, le premier amant de Catherine. Saltykov, un courtisan élégant, aux manières raffinées et au charme irrésistible, avait offert à Catherine un réconfort et une affection qu'elle n'avait jamais trouvé auprès de Pierre. Leur liaison, clandestine et dangereuse, avait été un feu ardent dans les années de froideur conjugale. La naissance de Paul, loin de la conforter dans son rôle d'épouse et de mère, la plongea dans un tourbillon d'intrigues. Elle se sentait vulnérable, son secret à la merci de la moindre indiscrétion, sa position précaire. Cet épisode marqua un tournant décisif pour Catherine. La douleur de la séparation d'avec son enfant, l'humiliation des rumeurs, la conscience aiguë de sa dépendance vis-à-vis d'un mari incapable et d'une impératrice autoritaire, la forcèrent à évoluer. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus se contenter d'être une épouse passive et une mère lointaine. Il lui fallait se protéger, se forger ses propres alliances, tisser son propre réseau d'influence. Elle commença à cultiver des relations avec des figures importantes de la cour, des hommes d'État comme le comte Nikita Panin, le gouverneur de Paul, des femmes influentes comme la princesse Dashkova. Elle écoutait, observait, apprenait les rouages du pouvoir, les faiblesses et les forces de chacun. L'ambition politique, jusqu'alors latente, commença à prendre forme, nourrie par le sentiment d'urgence et la nécessité de sa propre survie. Elle devait être l'architecte de son propre destin, et non une simple spectatrice. L'année 1758 vit le crépuscule s'abattre sur le règne de l'impératrice Élisabeth. Sa santé déclinait inexorablement, la transformant en une ombre de sa gloire passée. Les crises d'épilepsie se multipliaient, son corps s'affaiblissait, ses décisions devenaient plus erratiques. L'atmosphère à la cour s'épaississait d'une tension palpable, un prélude à un changement dynastique incertain et dangereux. Tous les regards étaient tournés vers le grand-duc Pierre, l'héritier désigné, et vers Catherine, l'épouse discrète mais de plus en plus influente. Pierre, loin de montrer la maturité requise par son futur rôle, s'enfonçait dans une excentricité toujours plus marquée. Sa russophobie était affichée, ses manières prussiennes ostentatoires. Il méprisait ouvertement l'Église orthodoxe, ridiculisait les traditions russes, et idolâtrait Frédéric le Grand, l'ennemi juré de la Russie.
Il passait des heures à parader en uniforme prussien, à s'entraîner avec ses soldats de plomb, ignorant les affaires de l'État et aliénant progressivement la noblesse et l'armée. Son comportement immature et instable créait un vide de pouvoir qui ne demandait qu'à être comblé. Catherine, au contraire, jouait une partition toute différente. Elle redoublait d'efforts pour cultiver une image de dévotion à la Russie. Elle parlait un russe impeccable, fréquentait assidûment les églises, se montrait pieuse et respectueuse des traditions. Elle étudiait l'histoire et la culture du pays avec une passion sincère, cherchant à comprendre l'âme russe. Elle nouait des relations importantes, non seulement avec des hommes d'État, mais aussi avec des officiers de la garde, des hommes qui seraient cruciaux le moment venu. Son charme, son intelligence, sa capacité à écouter et à comprendre, la rendaient de plus en plus populaire, un contraste saisissant avec l'impopularité croissante de son époux. C'est à cette époque qu'elle approfondit sa relation avec Stanislas Poniatowski, un jeune diplomate polonais. Leur liaison était différente de celle avec Saltykov. Elle était empreinte de tendresse intellectuelle, d'une complicité d'esprit qui nourrissait Catherine. Poniatowski, cultivé et sensible, était un confident précieux dans ces temps incertains. Grâce à lui, Catherine restait connectée aux affaires européennes, élargissant sa perspective et affinant ses compétences diplomatiques. Le palais, autrefois vibrant de l'énergie de l'impératrice Élisabeth, résonnait désormais du pas feutré des médecins et du murmure des prières. L'air était chargé d'une attente anxieuse, d'une tension électrique. Chacun savait que la fin était proche et que la succession serait un moment critique. Catherine, consciente de l'urgence, se positionnait avec une prudence calculée, mais une détermination farouche. Elle sentait le vent du changement souffler, et elle était prête. Elle avait peur, certes, mais l'espoir d'embrasser enfin un destin plus grand, un destin qu'elle sentait sien, était plus fort que tout. Le moment de vérité approchait, et elle, la princesse allemande devenue Catherine Alexeyevna, était prête à le saisir. Le souffle de l'hiver russe, glacial et implacable, venait de s'abattre avec une violence inouïe sur Saint-Pétersbourg. Ses griffes invisibles s'insinuaient partout, mordant la pierre des palais, faisant gémir le bois des charpentes sous le poids de la neige. Mais en ce mois de janvier de L en 1762, un autre froid, plus insidieux et bien plus redoutable, s'était glissé dans les cœurs de la cour impériale. Elle, l'impératrice Elisabeth Petrovna, cette souveraine flamboyante dont la silhouette imposante avait dominé la Russie pendant 2 décennies, avait rendu son dernier soupir. Son décès, bien qu'attendu, n'en fut pas moins un choc, une onde de stupeur qui figea la capitale dans un silence respectueux, bientôt brisé par le glas lugubre des cloches des églises. Pour Catherine, le glas sonnait à la fois la fin d'une longue épreuve et le début d'une incertitude vertigineuse. Dans le faste sombre de la chapelle ardente, où le corps d'Élisabeth reposait sous un lourd catafalque orné des aigles bicéphales dorés, elle observait les visages masqués par le chagrin officiel, devinant sous les expressions contrites les calculs et les appréhensions. Un soulagement ténu, presque coupable, effleurait son âme. La surveillance constante, les caprices d'Élisabeth, cette tutelle étouffante qui avait marqué ces années d'épouse du grand-duc, s'était enfin éteinte. Mais cette libération était aussitôt éclipsée par une inquiétude grandissante. Pierre, son époux inconstant et imprévisible, était désormais Pierre III, empereur de toutes les Russies. Et son accession au trône, loin d'apporter la stabilité, promettait déjà des tempêtes. Les premiers jours du règne de Pierre furent un tourbillon de décisions hâtives et mal avisées, comme un enfant qui, ayant enfin les rênes, les secouait avec une insouciance dangereuse. La cour, à peine sortie du deuil, fut secouée par l'annonce d'une paix immédiate et inconditionnelle avec la Prusse, l'ennemi acharné contre lequel la Russie s'était battue avec tant de sacrifices. Les murmures ne tardèrent pas à enfler, se transformant en un grondement sourd. Des officiers, dont les uniformes portaient encore les traces de la boue des champs de bataille et dont les familles pleuraient des morts tombés face aux Prussiens, se sentirent trahis. Leur visage, habituellement impassible, trahissait une colère froide, une incompréhension amère face à cette volte-face qui annulait des années de sang versé. Puis vint l'affront à l'Église orthodoxe, pilier de l'identité russe. Pierre, élevé dans la foi luthérienne, ne cachait pas son mépris pour les rites et les traditions orthodoxes. Il ordonna la sécularisation des biens de l'Église, une mesure qui privait le clergé d'une part substantielle de ses revenus et menaçait son indépendance. Les prêtres, aux barbes longues et aux regards sévères, prêchaient en chair avec une ferveur nouvelle, leur voix résonnant d'une indignation contenue. Le peuple, profondément religieux, regardait avec consternation ces décisions qui heurtaient au plus profond de son âme. Catherine, lors de ses visites aux églises, sentait cette vague de désapprobation populaire, percevait les regards lourds de sens des moines et des évêques. Elle-même, convertie, avait embrassé la foi orthodoxe avec une dévotion sincère, comprenant son rôle central dans la vie russe. Elle s'inquiétait de l'isolement de Pierre, de son incapacité à saisir l'essence même de son peuple. Enfin, les réformes militaires prussiennes qu'il tenta d'introduire furent la goutte d'eau. Pierre, obsédé par Frédéric le Grand, voulut transformer la fière garde russe en une pâle imitation des régiments prussiens. Les uniformes traditionnels, lourds de symboles et de victoires, furent remplacés par des tenues plus austères, des tricornes rigides, des bottes montantes. Les parades russes, empreintes d'une certaine fantaisie et d'une force brute, firent place à des exercices rigides, mécaniques, martelés à la prussienne. Les officiers russes, fiers et individualistes, se sentirent humiliés, leurs traditions bafouées. Le cliquetis des nouvelles boucles de ceinturon, le claquement des talons sur le marbre des palais résonnait comme une dissonance dans l'harmonie séculaire de la cour.
Catherine, observant ces changements, voyait la tension s'accumuler, la poudre s'amonceler sous les pieds de son époux. Son esprit, aiguisé par des années d'observation, commençait à esquisser des scénarios, à identifier les opportunités politiques que l'incompétence de Pierre lui offrait. Le moment de la survie était passé, celui de l'action approchait. Le mois de février vit Pierre III s'enfoncer plus profondément encore dans ses obsessions, se coupant délibérément de la réalité de son empire. Il se retira dans son petit palais d'Oranienbaum, une résidence charmante mais isolée, située sur la côte du golfe de Finlande. Là, loin des fastes et des exigences de Saint-Pétersbourg, il créa son propre monde, un univers miniature où il pouvait régner sans entrave sur ses fantaisies. Le palais, autrefois théâtre de réception élégante, devint le quartier général d'une armée de pacotilles. Pierre passait ses journées à diriger des exercices militaires futiles avec des soldats de plomb, à entraîner ses chiens dans des parades ridicules, à s'adonner à des séances de violon cacophoniques qui résonnaient dans les couloirs vides. Et l'odeur du tabac à pipe et le son strident de ses instruments remplaçaient les parfums délicats et les murmures de la cour impériale. Il se drapait dans des uniformes prussiens, arborant fièrement l'ordre de l'aigle noir, une décoration étrangère qui ne faisait qu'accentuer son aliénation. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, Catherine restait. Elle ne se laissait pas entraîner dans la folie d'Oranienbaum. Au contraire, elle capitalisait sur l'impopularité grandissante de son époux avec une prudence calculée, une détermination silencieuse. Chaque jour, elle s'efforçait de cultiver son image de souveraine dévouée à la Russie, une image qui contrastait violemment avec l'excentricité de Pierre. Elle se montrait assidue aux offices religieux, ses prières sincères résonnant dans l'encens lourd des cathédrales. Ses robes, bien que luxueuses, étaient d'un style plus traditionnel, reflétant un respect pour les coutumes russes. Elle visitait les hôpitaux et s'intéressait aux affaires de l'État, recevait les ambassadeurs avec une dignité et une intelligence qui forçaient à l'admiration. Elle passait de longues heures à converser avec les officiers de la garde, ces hommes au port altier et au regard perçant qui constituaient l'épine dorsale du pouvoir militaire russe. Dans les salons feutrés de ses appartements, le thé fumait doucement tandis qu'elle écoutait leurs doléances, leurs frustrations face aux réformes prussiennes de Pierre. Elle ne les critiquait jamais ouvertement, mais ses silences éloquents, ses regards empreints de compréhension, ses questions pertinentes suffisaient à rallier leur soutien. Elle leur offrait une écoute attentive, un respect qu'ils ne trouvaient plus auprès de l'empereur. Les généraux, les colonels, les jeunes lieutenants, tous sentaient en elle une force, une intelligence, une légitimité que Pierre avait perdue. Leurs regards, des abords méfiants, se transformaient en une loyauté grandissante. Les prélats de l'Église, eux aussi, trouvaient en elle une oreille attentive, une protectrice potentielle face aux menaces de sécularisation. L'air de Saint-Pétersbourg, si lourd de la tension latente du changement, se chargeait désormais d'un contraste saisissant. D'un côté, l'isolement puéril d'Oranienbaum, de l'autre, le rayonnement croissant de Catherine, qui, sans un mot, se positionnait comme l'alternative légitime, l'espoir d'une Russie stable et respectée. Elle sentait l'urgence stratégique de son positionnement, chaque geste, chaque parole étant pesée avec une précision horlogers. Le mois de mars apporta avec lui un vent de renouveau, non seulement dans les jardins impériaux où les premières pousses verdissaient timidement, mais aussi dans le cœur de Catherine. C'est à cette période que sa relation avec Grigori Orlov, l'un des plus charismatiques officiers de la garde, s'approfondit, se transformant en une alliance passionnée et dangereuse. Grigori, avec son allure imposante, son regard ardent et sa force brute, était l'incarnation même de la virilité russe. Il dégageait une énergie magnétique, une audace qui fascinait Catherine, lasse des faiblesses et des puérilités de son époux. Leurs rencontres, des abords discrètes, devinrent plus régulières, plus intenses, toujours enveloppées dans le voile épais du secret. Leurs rendez-vous avaient lieu dans des recoins cachés du palais, dans de petits salons éclairés à la bougie où les ombres dansaient sur les tapisseries. Catherine, habituellement si réservée, trouvait auprès de Grigori une libération, un écho à sa propre ambition et à sa soif de vie. Leurs conversations n'étaient pas seulement des échanges déamants, elles étaient des conciliabules politiques, des stratégies murmurées dans l'obscurité. Grigori ne se contentait pas d'être son amant, il était son protecteur, son bras armé, un homme d'action dont la loyauté envers elle était inébranlable. Il lui apportait la force physique, la détermination militaire qui lui manquait en tant que femme, et l'assurance d'un soutien inconditionnel. Autour de Grigori gravitaient ses frères, Alexei et Fiodor, des hommes tout aussi audacieux et dévoués. Alexei, plus brutal et direct que Grigori, était une force de la nature, un homme d'une fidélité féroce. Fiodor, plus jeune, partageait la même flamme. Ensemble, les Orlov formaient un clan puissant, un réseau militaire soudé et entièrement acquis à la cause de Catherine. Ils détestaient Pierre III avec une égale ferveur, le considérant comme une honte pour la Russie et pour la garde. Ils étaient prêts à agir pour Catherine, à prendre tous les risques, à défier toutes les conventions. Dans le secret de leurs étreintes, Catherine sentait une confiance grandissante et l'envahir. La présence de Grigori, la certitude de son soutien et de celui de ses frères, lui insufflait une audace renouvelée. Elle n'était plus seule face à l'incompétence de Pierre et aux intrigues de la cour. Elle avait désormais une force militaire à ses côtés, un pouvoir latent qui ne demandait qu'à être activé. Elle sentait une puissance nouvelle émerger en elle, nourrie par cette alliance passionnée et politique. Le danger était immense, la trahison punissable de mort, mais la perspective de voir son destin enfin entre ses mains, soutenu par ces hommes farouches, était une ivresse qui surpassait toute peur.
Le parfum musqué de Grigori, le son grave de sa voix, le contact de sa main sur la sienne, étaient les ancres de cette nouvelle réalité, un secret partagé qui scellait leur destin commun. Le mois d'avril vit l'audace de Catherine atteindre de nouveaux sommets, mêlant la vulnérabilité la plus intime à une détermination politique implacable. Dans le plus grand secret, elle donna naissance à un fils, Alexei Bobrinsky. Le père n'était autre que Grigori Orlov. Cet événement, d'une portée considérable pour son avenir et celui de la lignée impériale, fut entouré d'un voile des obscurités, d'une conspiration silencieuse qui impliqua ses serviteurs les plus loyaux et dévoués. Les jours précédant l'accouchement furent une épreuve de nerfs. Catherine feignit une maladie, se retirant de la vie de cour, prétextant une indisposition qui la confinait dans ses appartements privés. Les rideaux étaient tirés, les portes closes, et seuls quelques initiés étaient autorisés à l'approcher. Le silence lourd de l'attente était parfois brisé par les chuchotements angoissés des femmes de chambre, complices de ce grand secret. L'atmosphère était celle d'une tension palpable, d'une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. La moindre erreur, la moindre indiscrétion, et tout son édifice de pouvoir et de respectabilité s'effondrerait. La naissance eut lieu dans la nuit, dans l'intimité confinée de sa chambre, éclairée par la seule lueur vacillante de quelques bougies. La douleur physique se mêlait à une anxiété lancinante. Mais Catherine, malgré sa vulnérabilité, fit preuve d'une force d'âme extraordinaire. Elle serra les dents, ses yeux fixés sur le plafond orné, son esprit déjà tourné vers la protection de ce nouveau-né. Le premier cri de l'enfant, faible et fragile, fut étouffé, puis le bébé fut rapidement emmailloté et confié à des mains sûres. Il fut immédiatement éloigné du palais, confié à un couple de confiance pour être élevé dans le secret, loin des regards indiscrets de la cour et, surtout, de Pierre III. La séparation fut déchirante. La jeune mère, épuisée mais les yeux clairs, sentit une douleur poignante à l'idée de se séparer de son enfant, de ne pouvoir l'embrasser, le tenir contre elle. Mais sa détermination surpassait l'instinct maternel. Elle savait que la survie de cet enfant, et la sienne propre, dépendait de ce sacrifice. Ce secret, lourd et dangereux, était aussi une preuve de son audace grandissante, de sa capacité à défier les conventions et les risques. Il cimentait encore davantage son alliance avec Grigori, qui était désormais le père de son fils, un lien indissoluble qui les unissait dans le destin. Après l'accouchement, Catherine retrouva les salons de la cour, le visage pâle mais le regard plus intense que jamais. Elle avait masqué ses vulnérabilités, prouvé sa capacité à contrôler les événements les plus intimes de sa vie. Elle était convaincue que le destin était en marche, que les événements se précipitaient vers un dénouement inévitable, et qu'elle devait en être l'architecte coûte que coûte. Ce fils secret, fruit de sa passion et de sa résilience, était un rappel constant de l'enjeu, de la nécessité de vaincre. Le mois de mai apporta avec lui les prémices de l'été, mais l'atmosphère à Saint-Pétersbourg était loin de la légèreté des beaux jours. Un vent de paranoïa soufflait sur la cour, charriant des rumeurs de plus en plus inquiétantes, des chuchotements qui se répandaient comme une traînée de poudre. Pierre III, de plus en plus imprudent et aveuglé par son affection pour sa maîtresse, Elisabeth Vorontsova, ne prenait même plus la peine de dissimuler ses intentions. Les bruits de son intention de divorcer de Catherine, de l'épouser, et d'envoyer l'impératrice légitime dans un couvent, se firent insistants, puis devinrent des certitudes murmurées avec effroi. Catherine entendait ces rumeurs, ses espions les lui rapportaient avec des visages graves. Chaque mot était un coup de poignard, une menace directe à sa survie, à sa liberté, et même à la légitimité de son fils Paul. L'idée de finir ses jours enfermés dans les murs froids d'un couvent, privé de tout pouvoir, de toute dignité, était une perspective insupportable. La colère montait en elle, une fureur froide et implacable qui chassait toute trace d'hésitation. Elle n'avait plus le choix. Le temps des manœuvres subtiles était révolu. Il fallait agir, et vite. La conspiration, déjà en gestation depuis des mois, prit alors une tournure urgente, fiévreuse. Les frères Orlov, avec Grigori en tête, redoublèrent d'activité. Leurs réunions secrètes se multipliaient, se déroulant dans des arrière-salles sombres, des maisons discrètes de la ville, à l'abri des regards indiscrets. Le claquement des bottes sur les pavés, le froissement des manteaux dans la nuit, les serments échangés à voix basse, tout contribuait à l'atmosphère de tension révolutionnaire. La princesse Dashkova, amie fidèle et intellectuelle brillante, était également au cœur de ce complot, apportant son intelligence acérée et son réseau d'influence. Elle était une femme d'action, dont la loyauté envers Catherine était inébranlable. Les plans furent affinés, les stratégies discutées avec une intensité fébrile. Les régiments de la garde, déjà largement acquis à la cause de Catherine, furent discrètement sondés, leurs officiers clés mobilisés. Des messages codés circulaient, des rendez-vous étaient fixés, des serments de fidélité étaient échangés dans l'obscurité des nuits pétersbourgeoises. Chaque jour qui passait augmentait le risque, mais aussi la détermination des conspirateurs. L'air était chargé d'une électricité palpable, d'une tension qui annonçait l'orage imminent. Catherine, au cœur de cette tempête qui se préparait, sentait l'alarme et la colère se mêler à une détermination farouche. Elle ne pouvait plus reculer. Sa survie, et l'avenir de la Russie, tout dépendait de son audace. Elle était comme une tigresse acculée, prête à bondir pour protéger ses petits et sa liberté. Les rumeurs de son emprisonnement, loin de la briser, avaient forgé en elle une résolution d'acier. Le point de non-retour était atteint. Il ne restait plus qu'à frapper, avant d'être frappée. Elle, la princesse allemande devenue impératrice de cœur, allait embrasser son destin, quitte à le prendre par la force.
Le printemps de 1762 ne serait pas seulement la saison des fleurs, mais celle des un coup d'État qui allait changer le cours de l'histoire russe. Et l'aube du 28 juin 1762 ne se leva pas comme les autres sur Peterhof. Elle fut une déchirure violente dans l'obscurité, une alerte stridente qui arracha Catherine à un sommeil léger, déjà hanté par l'angoisse. Un messager haletant, le visage marqué par la course éperdue et la peur, avait frappé à sa porte, le souffle court, les mots pressés et graves. « Votre Altesse impériale, et l'arrestation est imminente ». La nouvelle, attendue et redoutée, frappa Catherine comme un coup de froid, mais ne la brisa pas. Au contraire, elle cristallisa en elle une détermination d'acier. Le temps de l'attente était révolu, celui de l'action était venu. Dans la pénombre de sa chambre, éclairée par la lueur vacillante d'une chandelle, Catherine se leva d'un bond. Ses mains, habituellement si fermes, tremblaient légèrement alors qu'elle enfilait une robe simple, sombre, dénuée de tout ornement. Le luxe des soies et des brocarts était un fardeau qu'elle ne pouvait plus se permettre. Chaque geste était précipité, chaque seconde comptait. Elle jeta un regard rapide autour d'elle, comme pour graver dans sa mémoire les contours de cette pièce qu'elle pourrait ne jamais revoir. Le parfum poudré de ses appartements, et l'odeur de cire des bougies, tout cela lui sembla soudain d'une futilité désarmante face à l'immense enjeu de Heller. Dans un silence tendu, elle glissa hors du palais, accompagnée de quelques fidèles, dont la princesse Dashkova, dont le visage pâle trahissait une anxiété partagée mais une résolution égale. L'air frais de l'aube mordait leurs joues, le ciel était encore d'un noir des ancres, pointillé d'étoiles indifférentes. Le bruissement de leurs robes sur l'allée de gravier, le léger cliquetis des harnais d'une voiture discrète qui les attendait, étaient les seuls sons dans cette aube conspiratrice. La voiture s'ébranla, ses roues crissant sur les pavés humides de rosée, et s'éloignant furtivement de Peterhof, laissant derrière elle les sombres silhouettes des palais endormis, témoins muets d'un monde sur le point de basculer. Catherine sentait l'adrénaline courir dans ses veines, une ivresse dangereuse, mais aussi une clarté des esprits surprenante. Le risque était immense, la mort planait, mais le sentiment d'embrasser enfin sa destinée, de prendre son sort en main, surpassait toute peur. Le voyage vers Saint-Pétersbourg fut une course effrénée à travers les plaines encore embrumées. Le soleil commençait à peine à dorer l'horizon d'une teinte pâle et incertaine lorsque la voiture atteignit les faubourgs de la capitale. L'odeur âcre de la fumée de bois se mêlait à celle, plus familière, du cheval et de la sueur. Le rythme des sabots sur la route gelée résonnait comme un tambour de guerre dans le silence de l'aube. Chaque pas de cheval la rapprochait de son but, mais aussi du précipice. C'est au cœur de Saint-Pétersbourg, dans les casernes du régiment des Izmaïlovski, que le destin l'attendait. Les soldats, alertés par les frères Orlov, étaient déjà assemblés, leurs visages graves éclairés par la lueur des torches. Leurs uniformes verts sombres, les baïonnettes fixées au fusil, luisaient faiblement dans l'obscurité. Lorsque Catherine descendit de la voiture, sa silhouette frêle mais droite se dressa devant eux. Un silence respectueux tomba sur l'assemblée. Grigori Orlov, imposant et charismatique, s'avança à ses côtés, son regard ardent croisant le sien, une promesse de loyauté inébranlable dans la profondeur de ses yeux. Catherine, d'une voix claire et ferme, prononça les mots qui allaient changer le cours de l'histoire. Elle ne joua pas la victime, mais la protectrice de la Russie, la gardienne de la foi orthodoxe bafouée par Pierre III. Elle parla de la trahison de l'empereur, de son mépris pour le peuple russe, de la menace qui pesait sur l'Église et l'honneur de la nation. Ces paroles, portées par une conviction profonde, résonnèrent dans le silence tendu de la cour. Le sentiment d'une destinée enfin embrassée la submergea, malgré l'immense risque. Et puis, le premier cri. Un soldat, le visage rougi par l'émotion, leva son fusil et hurla « Vive l'impératrice Catherine !» Son cri fut repris par des autres, puis par des dizaines, des centaines de voix. Les casernes résonnèrent d'une clameur montante, des abords hésitantes, puis puissantes et irrépressibles. Les acclamations populaires s'élevèrent, un élan de rébellion et d'espoir qui balaya toute hésitation. Les régiments de la garde, Izmaïlovski en tête, puis le Preobrazhensky, suivirent le mouvement. Les tambours commencèrent à battre, les drapeaux furent déployés, flottant fièrement dans le vent froid du matin. Catherine, le cœur battant à tout rompre, sentit l'énergie de la foule l'envahir, la porter. Elle était désormais plus qu'une princesse allemande, plus qu'une épouse délaissée. Elle était la souveraine impératrice, proclamée par le peuple et l'armée. Le soleil, à cet instant précis, perça les nuages, inondant la scène d'une lumière dorée, comme pour bénir cette nouvelle ère. Le lendemain, 29 juin, la capitale se réveilla sous les drapeaux et les acclamations. Catherine, vêtue d'un uniforme de la garde, le sabre au côté, les cheveux relevés sous un bicorne, montait un cheval blanc à la tête d'une armée en marche. La scène était d'une puissance symbolique inouïe. La femme, qui avait passé des années dans l'ombre et le silence, s'affirmait désormais comme le chef incontesté, guidant ses troupes vers Oranienbaum, où se terrait encore Pierre III. L'air était empli du roulement des tambours, du son grave des trompettes, du cliquetis des armes et du chant des soldats, un chant de victoire avant même la bataille. La poussière s'élevait en nuages derrière la longue colonne, voilant légèrement le soleil, ajoutant une touche épique à cette marche triomphale. Les visages des soldats, des abords graves et concentrés, s'étaient illuminés d'une fierté nouvelle. Ils marchaient pour leur impératrice, pour la Russie, contre l'étranger qui avait osé mépriser leur tradition. Catherine, bien que le cœur serré par la gravité de la situation, sentait une fierté immense l'envahir. Le soulagement, après des années de tension, était presque physique.
Elle observait les visages de ses soldats, leurs yeux brillants de loyauté, et comprenait l'ampleur de sa victoire. Le pouvoir basculait avec une rapidité étonnante, une efficacité redoutable. À Oranienbaum, l'ambiance était tout autre. La nouvelle de la proclamation de Catherine et de la défection massive de ses troupes avait atteint Pierre III comme un coup de massue. Le petit palais, autrefois son refuge, était devenu une prison. Les quelques soldats qui lui restaient, démoralisés et confus, ne savaient plus à quel saint se vouer. Pierre, pâle et hagard, arpentait ses appartements, ses yeux bleus fuyants trahissant une panique grandissante. Ses soldats de plomb, ses instruments de musique, tout ce qui avait constitué son monde illusoire, lui semblait dérisoire, grotesque. Et l'humiliation du vaincu l'écrasait. Il n'avait jamais été un homme de guerre, ni même un homme des actions. Il était un enfant gâté, incapable de faire face à la réalité brutale du pouvoir. Lorsque l'armée de Catherine encercla Oranienbaum, il n'y eut aucune résistance significative. Le silence qui suivit l'arrêt des tambours fut assourdissant, lourd de la défaite de Pierre. Catherine, toujours à cheval, observa le palais avec une froide lucidité. La victoire était éclatante, presque sans effusion de sang. Elle avait gagné, mais elle savait que la partie n'était pas encore terminée. Un empereur déchu, même sans pouvoir, restait une menace tant qu'il était en vie. Le 30 juin, la farce macabre de l'abdication se joua dans une petite pièce austère des Oranienbaum. Pierre III, le visage défait, les vêtements froissés, était assis devant une table, une plume d'éoie à la main. Alexei Orlov, plus brutal et direct que son frère, se tenait derrière lui, sa présence imposante et menaçante suffisant à briser toute velléité de résistance. Catherine n'était pas présente, elle ne voulait pas être témoin direct de cette humiliation finale, mais son ombre planait sur la pièce. Le document des abdications, rédigé en termes clairs et sans ambiguïté, était posé devant Pierre. Il y renonçait au trône de toutes les Russies, reconnaissant Catherine comme la seule et légitime souveraine. La plume crissa sur le parchemin, un son sec qui résonna dans le silence tendu. La signature de Pierre était tremblante, comme si la main qui la traçait était déjà celle des morts. Une fois le document signé, il fut immédiatement transféré à Rocha, une résidence isolée, perdue au milieu des forêts, sous la garde stricte d'Alexei Orlov et de ses hommes. La voiture qui l'emportait s'enfonça dans les chemins boueux, laissant derrière elle les derniers vestiges de son règne éphémère. Pendant ce temps, à Saint-Pétersbourg, Catherine publiait ses premières proclamations en tant qu'impératrice. Les documents, rédigés avec une habileté politique consommée par ses conseillers, justifiaient son accession au trône par la nécessité de sauver la Russie. Elle parlait de la menace prussienne, de l'aliénation de l'Église, de la négligence de Pierre pour les affaires de l'État. Elle se présentait comme la protectrice de la foi orthodoxe, la mère de la patrie, celle qui avait répondu à l'appel du peuple et de Dieu. Les murmures de la foule, des abords et incertitudes, se transformèrent en acclamations de loyauté. Et l'image de la souveraine dévouée à son peuple était soigneusement construite, pierre par pierre. Catherine, dans l'intimité de ses appartements, sentait le poids de la couronne, mais aussi la satisfaction d'avoir franchi cette étape décisive. Le triomphe était immense, le soulagement palpable, mais une conscience aiguë du danger persistait tant que Pierre était en vie. Une épée de Damoclès invisible continuait de planer au-dessus d'elle. Quelques jours plus tard, au début du mois de juillet, une nouvelle se répandit comme un souffle froid dans les couloirs du pouvoir. Pierre III était mort à Rocha. L'annonce officielle fut formulée avec une prudence calculée, évoquant un accident, une crise hémorroïdale fatale. Mais les rumeurs, ces serpents insidieux qui se glissent partout, chuchotaient une autre vérité. Elle parlait de violence, d'un empoisonnement, d'un étranglement. La main d'Alexei Orlov, connu pour sa rudesse, était clairement désignée dans l'ombre. Catherine, bien que probablement informée, voire consentante à cette élimination nécessaire, maintint une façade de deuil et d'ignorance. Elle ordonna un service funèbre solennel, vêtu de noir, son visage marqué par une tristesse contrefaite. Ses larmes, si elles existaient, restaient invisibles. Elle jouait son rôle à la perfection, celui de la veuve éplorée, victime des circonstances tragiques. Le corps de Pierre, dont le visage portait encore les stigmates de la violence, fut rapidement exposé au public, puis inhumé, scellant ainsi la fin d'une ère. Dans le secret de son cœur, Catherine ressentait un soulagement froid, presque glaçant. La menace était enfin écartée. Le chemin vers le pouvoir absolu était désormais libre de tout obstacle. Il n'y avait pas de remords, seulement la dure nécessité politique. Elle savait le prix du trône, et elle était prête à le payer. Le mystère entourant la mort de Pierre III créait une ombre d'effroi, mais aussi une consolidation implacable de son pouvoir. Personne n'oserait plus contester son autorité. La culpabilité, si elle existait, était masquée par la détermination à aller de l'avant, à bâtir un empire sur les cendres du passé. L'odeur de l'encens brûlé lors des funérailles se mêlait dans son esprit à celle du sang versé, un rappel silencieux des sacrifices nécessaires pour régner. Le mois d'août apporta avec lui la consécration finale. Catherine se rendit à Moscou pour son couronnement, l'ancienne capitale, symbole de la Russie éternelle, où les tsars avaient été sacrés pendant des siècles. Le voyage fut un triomphe populaire, les routes bordées de paysans et de citadins acclamant leur nouvelle souveraine. L'air était doux, le soleil généreux, et les cloches des églises de Moscou sonnaient à toute volée, un concert assourdissant de joie et de ferveur. La cathédrale de l'Assomption, au cœur du Kremlin, était un écrin de grandeur et de faste. Les murs étaient recouverts des icônes resplendissantes, les fresques anciennes racontaient l'histoire des saints et des souverains.
L'odeur de l'encens, mélangée à celle du vieux cèdre et de la cire, emplissait l'air, créant une atmosphère d'une solennité écrasante. Catherine, vêtue d'une robe de cour somptueuse, brodée d'or et sertie de pierreries, avança lentement sous le poids de l'histoire. Chaque pas sur le marbre froid résonnait dans le silence respectueux de l'assemblée. Les dignitaires de la cour, les prélats de l'église orthodoxe, les généraux de l'armée, tous étaient là, témoins de cette apothéose. Le métropolite, un vieil homme à la barbe blanche et au regard profond, procéda à la cérémonie avec une gravité impressionnante. La couronne impériale, lourde et scintillante de diamants, fut posée sur la tête de Catherine. Le sceptre et l'orbe, symbole de son pouvoir temporel et spirituel, lui furent remis. L'onction des huiles saintes, le contact froid et sacré sur son front, marqua son investiture divine. Elle était désormais Catherine la Grande, impératrice et autocrate de toutes les Russies. Le poids de la couronne sur sa tête était presque insupportable, non seulement par sa matière, mais par les responsabilités qu'elle représentait. Dans le reflet des icônes dorées, Catherine vit son propre visage, celui d'une femme transformée, forgée par l'adversité, l'ambition et le sang. Le rugissement de la foule, qui avait envahi la place rouge, parvenait jusqu'à l'intérieur de la cathédrale, un chant de triomphe qui scellait son destin. Ce fut à l'apogée de son ambition, le moment où tous les sacrifices, toutes les intrigues, toutes les audaces prenaient sens. Elle était la souveraine incontestée, mais les ombres de son ascension planeraient toujours sur son règne. Elle avait conquis le trône, mais le plus grand défi, celui de gouverner un empire immense et complexe, ne faisait que commencer. La conscience du poids de la couronne et des défis à venir était immense, mais elle était prête. Elle avait fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant, elle allait régner. Le crépuscule de l'automne de 1762 s'étirait sur Saint-Pétersbourg, apportant avec lui l'odeur âcre des feuilles mortes et l'humidité mordante de la Neva. Les fastes du couronnement à Moscou s'étaient estompés, laissant derrière eux le souvenir éblouissant de l'or et des acclamations. Catherine II était revenue dans sa capitale, non plus en tant que grande duchesse isolée, mais en tant qu'impératrice et autocrate de toutes les Russies. Le trône était conquis, mais le véritable travail de régner, de consolider ce pouvoir arraché avec tant d'audace, ne faisait que commencer. Dans les vastes salles du palais des Hivers, le silence était désormais empreint d'une gravité nouvelle. Les pas de Catherine, autrefois teintés d'une prudence forcée, résonnaient avec une assurance tranquille sur les parquets cirés. Le soulagement d'avoir survécu au péril du coup d'État était immense, une douce chaleur qui l'enveloppait par moments, mais il était constamment tempéré par une lucidité froide, une conscience aiguë des défis qui l'attendait. Le pouvoir, elle le savait par expérience, était une bête sauvage, exigeante et insatiable, qu'il fallait dompter chaque jour, chaque heure, chaque minute. Sa première tâche, et non des moindres, fut de